Salut les mecs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va continuer le format un petit peu vlog, mais on va mixer avec 2-3 petits concepts. Et aujourd'hui je voulais commencer la vidéo par vous présenter mes différentes sources de glucides. En fait j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que dernièrement j'avais posté un peu ce que je mangeais, etc. Sur un post Insta, TikTok, etc. Et puis même je poste régulièrement en story sur Instagram, genre mes repas, etc. Et les gens remarquent que du coup je mange très varié, etc. Et on m'a demandé de montrer genre ma liste de courses, etc. Du coup prochainement je pense que je ferai peut-être une vidéo genre retour de courses ou ouais qu'est-ce que j'achète, etc. quand je vais en course, tout ça. Mais du coup je me suis dit pour aujourd'hui, puis c'était aussi par manque de temps et ça collait pas dans mon planning tout simplement, honnêtement. Donc je me suis dit c'est quoi, je vais vous présenter déjà mes sources de glucides principales. Donc en ce moment on va dire, tu vois, donc ceux avec quoi je tourne. Donc on va faire un petit peu le tour, je vais t'expliquer pourquoi je mange telle ou telle chose, etc. Dans quel contexte ça peut être intéressant, pourquoi ça peut vraiment être bien, etc. Donc tous les points positifs. Donc, faut savoir qu'il n'y a pas de... Genre moi je suis quelqu'un qui réfléchit un petit peu à tout ce que je mange, donc il n'y a pas de truc que je mange parce que c'est cool, tu vois. Enfin genre il y a toujours des utilités et des aspects justement, on va dire soit pratiques, etc. Des raisons pour lesquelles je vais consommer tel ou tel aliment, tu vois. Donc je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Donc j'espère que cette vidéo elle te plaira. Si jamais, n'hésite pas à me dire du coup, que ce soit dans les commentaires ou en DM, etc. Si jamais ça t'intéresse que je fasse une vidéo du coup avec la même chose sur les sources de protéines, les sources de lipides aussi, tu vois, qu'on fasse un petit peu le tour des différentes sources dans mon alimentation, tu vois. Et sinon avant de commencer la vidéo, j'oublie pas de rappeler code NEMA-Minotaur sur Nutrimus, bien évidemment pour les compléments alimentaires. Et bien sûr n'hésite pas à me contacter via le lien qui sera dans la description ou dans la bio si tu souhaites être suivi en ligne, du coup si tu souhaites justement avoir une diète bien variée comme celle-ci, si tu souhaites avoir quelque chose de personnalisé au maximum, un suivi adapté à ton profil, et bien n'hésite pas à me contacter. On se fera un appel ensemble d'environ 30 minutes, totalement gratuitement bien évidemment, on verra ensemble ton profil et comment je peux t'aider. Une fois que tout ça c'est dit, ah oui attends, on n'oublie pas de follow bien sûr sur Instagram, du coup si tu veux suivre un petit peu au quotidien mes repas, etc. Simplement me suivre un petit peu plus précisément dans ma vie de tous les jours sur Insta via les stories, etc. N'oublie pas de follow aussi le compte TikTok si jamais ça t'intéresse. Et bien sûr du coup de liker cette vidéo YouTube évidemment, de s'abonner à la chaîne YouTube, ça c'est sûr. Et pourquoi pas laisser un commentaire pour le référencement. Ah oui aussi, dernier point, qu'est-ce qui se passera ensuite après ça dans la vidéo? Dans la vidéo je te montrerai du coup, c'est pour ça qu'on reste un peu sur le format vlog, je t'emmènerai avec moi sur ma séance. Aujourd'hui j'ai une séance pec dos, donc haut de pec, haut du dos en gros, donc upper chest, upper back on pourrait dire, ça fait un peu stylé, mais c'est une séance que je t'avais déjà présentée très rapidement, mais là je vais t'emmener avec moi directement dans la séance, je t'expliquerai pourquoi je fais tel ou tel exercice de telle manière. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant, donc je verrai si je te fais ça sur tous les exos ou que quand c'est pertinent, on verra un petit peu en fonction. Et aussi j'avais prévu sur cette vidéo de montrer un petit peu comment on s'échauffe, en fait faire un petit tuto échauffement, c'est un peu bête, mais il y a plein de gens, je vois, qui s'échauffent un peu vite fait, tu vois, ils font les trucs à la poulie là, convié au rotateur et basta, et puis ils envoient direct leurs 100 kg au bench juste après, tu vois. Donc bref, on va faire un petit peu un point là-dessus. Et sinon, maintenant que tout ça c'est dit, on va pouvoir attaquer ce début de vidéo. Donc aujourd'hui, je te montre les différentes sources de glucides. Donc on va aller un petit peu dans l'ordre, je pense que je pensais faire du sucré au salé, au genre de trucs, mais en vrai, je vais juste aller dans l'ordre de ce que j'ai là, de ma droite à ma gauche, comme ça sera plus simple. Donc premier truc que je vois, les cornflakes. Alors ça c'est pas un truc que je consomme honnêtement quotidiennement, genre tous les jours. En gros les cornflakes, alors dans le même style, du coup je vais mettre dans le même panier les Rice Krispies. C'est, tu vois, c'est des céréales soufflées, donc des céréales soufflées sans sucre ajouté, tu vois. Donc après tu peux les consommer avec sucre, avec genre style les Frosties qui sont assez connus, tu vois. Moi je te conseille pas parce que d'un point de vue santé, ça sera toujours mieux de privilégier quelque chose de non sucré, non raffiné, bien évidemment, l'aliment le moins transformé. Mais c'est vachement intéressant du coup les céréales soufflées. Pourquoi? D'ailleurs il y a aussi, je crois, des flocons d'épeautre, ce genre de choses qui sont soufflées, mais c'est beaucoup plus cher en général. Mais pourquoi du coup les cornflakes, les Rice Krispies, etc. c'est intéressant? Alors c'est intéressant parce que déjà ça va se digérer super rapidement, le maïs, le riz, même si tu prends des flocons d'épeautre ou je ne sais quoi soufflé, comme c'est en gros pour être soufflé, c'est chauffé, etc. ça va se consommer, ça va se digérer très facilement, donc il y a un indice glycémique qui est assez élevé, donc en pré-training ou en post-training ça peut être intéressant. Attention toutefois, surtout en pré-training, de le coupler avec du coup une petite source de lipides ou de protéines,
enfin et ou de protéines pour du coup éviter justement un trop gros pic glycémique, mais c'est intéressant parce que ça reste pas sur le ventre, et aussi les céréales soufflées apportent un gros volume alimentaire, et ça c'est intéressant quand tu es un gros mangeur ou que tu es en déficit calorique, pour pouvoir augmenter ton volume, d'utiliser plutôt des céréales soufflées, tu vois, plutôt que de manger on va dire entre guillemets du riz soufflé, forcément ça mettra plus de volume, tu vois. Donc voilà pour ça. Juste après, du coup, on a ici de la farine de blé complète. Alors, le paquet est presque vide, hein. Je suis en train de me rendre compte qu'il fallait que j'en rachète, j'ai oublié d'en racheter. Et du coup, donc, farine de blé complet, pourquoi? Alors, déjà, pourquoi d'ailleurs c'est de la bio? Ça, c'est important. En fait, faut savoir que du coup, si tu veux des farines non raffinées, etc., tu veux éviter la farine blanche classique, tu vas avoir plein d'alternatives. Farine de sarrasin, farine d'épeautre, farine de riz, etc., etc., tu vois. Moi, j'aime bien la farine de blé complet. Pourquoi? Parce que je suis pas intolérant au gluten, donc moi j'ai pas de souci de digestion quand je vais consommer du gluten, à moins d'en consommer justement en excès, et souvent c'est plutôt en consommant justement des farines blanches, genre des pâtes blanches, etc., où je peux parfois avoir des problèmes de digestion si vraiment j'en vois pas mal de quantité. Mais du coup, la farine de blé complet, elle est vachement intéressante parce qu'elle est ultra riche en fibres. On parle souvent de la farine de sarrasin, il faut savoir que la farine de blé complet, ça éteint la farine de sarrasin en termes de fibres, donc c'est vachement intéressant, je trouve, pour les apports que ça va amener sur ce point-là. C'est assez riche en protéines aussi, mine de rien. Il y a très peu de matière grasse dedans, donc je trouve que c'est une bonne source. En plus de ça, du coup, là tu vois, ils appellent ça carrément farine de blé intégrale. Et en fait, du coup, elle est très très peu transformée. Tu vois, honnêtement, il y a très peu d'étapes dans la transformation de cette farine. Elle donne quand même une bonne texture aux recettes quand tu vas faire genre des pancakes, ce truc comme ça, ou même des crêpes. Honnêtement, ça marche très très bien, comme de la farine blanche. Bon, forcément, ça reste moins efficace, hein. Et du coup, je trouve ça plutôt utile. Et pourquoi je la prends en bio? Alors du coup, faut savoir qu'en vrai, les céréales, quand tu les prends en complet, c'est-à-dire que du coup, il va y avoir une particule, on va dire une couche supérieure qui n'est pas enlevée par rapport à la version blanche raffinée, tu vois. Et du coup, faut savoir que tout ce qui va être du coup pesticides, etc., ça va être un petit peu à la fois enlevé parce que c'est comme si on enlève la peau, tu vois, en gros. Et quand c'est du complet, on enlève une couche en moins, ce qui fait que du coup, tu auras un peu plus de... Si tu prends de la farine de blé complète par exemple, ou que tu prends du riz complet par exemple par rapport à du riz blanc, si tu le consommes non bio, eh bien en fait tu seras plus à même, enfin tu auras plus de pesticides et de merde comme ça, on va dire, du coup, dans ton alimentation, chose qu'on ne veut pas, tu vois, on veut éviter un maximum. Donc, ce que je te conseille, c'est que dès que tu vas consommer des aliments complets, en tout cas pour les céréales, privilégie du bio. Donc moi, c'est ce que je fais pour tous les aliments complets, même les pâtes complètes, tu vas voir que j'ai juste après, je les prends en bio. Donc voilà, pour moi, c'est plutôt important d'un point de vue santé, même si d'un point de vue macro, etc., ça ne change strictement rien, bien évidemment, tu vois. Ok, ensuite... On repart sur du sucré. On a les fruits secs. Alors les fruits secs, c'est le truc je crois que je vends le plus à mes coachés, genre en mode, tu vois, à chaque fois ils sont en mode ah j'aime pas trop, machin et tout, mais pourquoi je conseille les fruits secs et pourquoi tout le monde devrait manger des fruits secs tous les jours? Pour moi c'est presque un truc, c'est obligatoire dans ta diète d'avoir des fruits secs quasiment tous les jours. Pourquoi? Les fruits secs, si tu regardes en fait c'est un fruit séché, voilà, tout simplement, tu vois, à ne pas confondre avec les oléagineux, hein, c'est pas des amandes ou je ne sais quoi, c'est un fruit séché, tu vois. Donc tu vas retrouver tout ce qui va être dattes, donc là c'est des raisins secs, mais tu vois, donc dattes, cranberry, abricots secs, pruneaux, ce genre de choses, t'en as beaucoup, tu vois. T'as un peu tous les fruits qui existent en soi. Et en fait, pourquoi c'est super intéressant? C'est parce qu'en gros, quand tu manges une poignée de fruits secs, bon déjà, il y a une bonne densité calorique, donc si tu dois ajouter des calories dans ton alimentation facilement, sans trop de volume, tu mets des raisins secs par exemple, tu les mets dans n'importe quelle pâte, dans n'importe quelle recette, dans un bol cake ou quoi, tu les sens même pas en termes de volume, et ça te rajoute 150, 200 calories très facilement, tu vois. Pourquoi c'est intéressant? Parce que du coup, on a déjà un bon apport en fibres. C'est des fruits, donc comme tout fruit, il y a un bon apport en fibres, et là c'est vraiment condensé, tu vois, donc tu as un très bon apport en fibres. Et ensuite, pourquoi je trouve que là ça vaut vraiment le coup, c'est parce que tu as un très bon apport dans tout ce qui va être du coup micronutriments, tout ce qui va être vitamines, minéraux qui vont être qui vont être contenus du coup dans les fruits, tu vois, style par exemple le potassium, ce genre de choses, les différentes vitamines, hein, suivant le fruit que tu vas choisir, ça va être pas des vitamines C, vitamines A, B, D, ça dépend vraiment de ce que tu vas choisir de toute façon, mais du coup c'est un gros condensé en fait, c'est comme si tu prenais un complément alimentaire directement, tu vois, donc c'est un complément alimentaire naturel, c'est très peu transformé, parfois faut faire attention, il y en a qui sont rajoutés avec du sucre, en général c'est des fruits confits, non des fruits secs, donc attention à ça, mais ça du coup, alors, je te conseille, et tu vois du coup les apports par exemple en potassium avec ça, en fait quand tu manges 50 grammes de raisins secs, tu as les apports en potassium de l'équivalent de, je crois,
4-5 bananes, je crois, un truc comme ça. Enfin, tu vois, donc voilà quoi, clairement, c'est imbattable. Donc pour moi, c'est un gros banger. C'est vraiment le truc, je trouve. Je comprends pas en fait, je vois personne en manger sur les réseaux et tout, alors que c'est genre la base, tu vois. Enfin, honnêtement, c'est incroyable. Je veux dire, c'est comme si tu mangeais plein de fruits en une seule poignée, quoi. C'est ouf. Ensuite, on reste dans la même veine, les fruits. Donc tout simplement les fruits, j'en consomme pas mal. En ce moment, ma rotation, on va dire, que j'aime beaucoup, c'est pommes, poires et bananes. Bananes, c'est vraiment le fruit que je consomme à l'année. Genre vraiment, les bananes, j'arrête jamais. Les pommes, c'est quasiment pareil aussi parce que j'aime beaucoup. Et en France, on a la chance d'avoir beaucoup de pommes en France, beaucoup d'exploitation de pommes. Et on en a quasiment toute l'année suivant les variétés, tu vois. Donc c'est plutôt bien. Les poires d'origine France, on en a plutôt que sur cette période actuelle, tu vois. Donc c'est vraiment un fruit de saison que tu vas retrouver en fin d'année comme ça, qui est plutôt intéressant. Donc t'en auras quasiment tout l'hiver des poires made in France. Donc enfin... oui, Made in France. Donc c'est plutôt intéressant. Donc moi je tourne beaucoup sur poire pomme en ce moment. Dès que ça va être un peu plus l'hiver, je vais commencer aussi à incorporer du coup tout ce qui va être du coup fruits un peu plus riches en vitamine C, si je dis pas de bêtises. Donc ce qui va être orange, clémentine, souvent c'est surtout clémentine, mandarine, tu vois, ce genre de choses. Donc des fruits de saison importants. Banane, j'en prends vraiment toute l'année parce que bon, on en a toute l'année aujourd'hui grâce à la mondialisation, on va dire. Mais les bananes, elle est vachement intéressante. C'est un fruit qui est assez calorique, riche en potassium, un glucide assez rapide. Là, tu vois, elle est bien mûre, donc ça, c'est vachement intéressant. Donc voilà pour les fruits. Donc ça, j'en consomme vraiment tout le temps, toute l'année. Tu vois, là, ces 3 fruits-là, je consomme au moins 3 fruits par jour. Donc je consomme au moins ces 3 fruits-là par jour. Et tu rajoutes à ça, du coup, les fruits secs plus les légumes que je vais consommer dans la journée. Honnêtement, voilà, moi, fruits et légumes par jour, tu peux voir que je suis quelqu'un à fond là-dedans. Et j'en consomme vraiment énormément. Ensuite, là, on va avoir un petit enchaînement sur les sources de glucides un peu salés, du coup. Donc, en premier... la pomme de terre. Alors pomme de terre, j'avais pas de patate douce, mais patate douce à mettre dans le même panier. De toute façon, en termes de calories, c'est vraiment équivalent. Et du coup, pomme de terre, patate douce, l'un ou l'autre, j'ai envie de dire un même combat dans tous les cas. Pourquoi ? Parce que c'est vachement intéressant sur l'indice de satiété. Déjà, ça c'est mon critère numéro 1 de pourquoi je vais consommer des pommes de terre. C'est parce que j'adore l'aspect indice de satiété. En plus de ça, que ça soit les pommes de terre classiques ou les patates douces, mais c'est encore mieux les patates douces pour ça, c'est que l'indice glycémique est assez faible et on a du coup quelque chose d'un point de vue distribution de l'énergie, on dira, tu vois, qui est assez diffus. Donc par exemple, si tu t'entraînes l'après-midi et que tu prends ça que tu prends des pommes de terre par exemple à midi, eh bien tu vois le temps que tu as été entraîné, si tu vas t'entraîner genre du coup 2-3 heures après avoir mangé, eh bien au final tu n'auras vraiment pas de crash d'énergie, etc. que tu aurais par exemple avec du riz blanc qui va être très cuit, tu vois. Donc vraiment les pommes de terre c'est vraiment un banger. Pommes de terre patates douces, c'est vraiment quelque chose que je conseille. Indice satiété hyper élevé et volume alimentaire du coup à calories équivalentes qui est plutôt impressionnant parce que pour l'équivalent on va dire de 100 grammes de riz, tu vois, tu vas avoir, ou 100 grammes de pâtes, peu importe, tu vas avoir du coup 400 et quelques grammes de pommes de terre, tu vas avoir 450 je crois, parce que 400 grammes c'est 320 cales, donc un tout petit peu plus, donc logiquement 450 à peu près grammes de pommes de terre, donc tu vois ça fait vraiment quasiment un saladier de pommes de terre pour 100 grammes de riz, ce qui est pas énorme, tu vois, donc ça c'est important. Ensuite, un deuxième aliment dans le même esprit que les pommes de terre que je trouve vachement intéressant et dont personne ne parle pour le coup, c'est la polenta. Polenta, il n'y a personne qui en parle alors que c'est un banger absolu, c'est rapide à faire. Alors rapide, je mets un petit point là-dessus, c'est rapide à faire à condition que tu prennes de la polenta express. Tu feras gaffe, il y a certaines polenta. La polenta en fait c'est quoi ? C'est de la farine, on va dire de la semoule de maïs. Et il y a certaines polenta du coup qui sont la version classique, ça cuit en 40 minutes, sinon ça a un goût un peu farineux, enfin ça a un aspect un peu farineux. Et du coup il faut la cuire 40-50 minutes, c'est un peu long. Là, alors je sais pas comment c'est fait exactement pour qu'elle soit en express, qu'en 5 minutes elle soit cuite. Elle doit sûrement être pré-cuite, mais les calories sont les mêmes. Donc c'est ça qui est assez bizarre, et la composition est la même et tout, il n'y a rien de rajouté, donc voilà, je ne saurais expliquer la différence, peut-être que c'est plus moulu, je ne sais pas, mais en tout cas la polenta express c'est incroyable parce que du coup c'est uniquement du maïs, il n'y a pas d'ajout dedans, hein, tu vois, la liste des ingrédients c'est vraiment juste farine de maïs et c'est tout, et du coup c'est vachement intéressant parce que c'est un indice glycémique plutôt élevé, donc là on aura une source d'énergie un peu plus rapide, donc si tu t'entraînes et que tu manges ton repas salé avant l'entraînement mais que tu t'entraînes qu'une heure après par exemple, bah, la polenta c'est banger, tu vois. Ensuite la polenta c'est vachement intéressant parce que du coup c'est rapide à faire, et ce qu'il y a de bien c'est que peu importe que tu en manges 60 grammes,
comme 150 grammes, en fait le volume tu peux le gérer toi-même extrêmement facilement. La polenta c'est un truc que tu peux manger genre 50 grammes et te péter le bide avec 50-60 grammes, comme tu peux en manger 150 grammes et que ça te reste pas trop sur le ventre. Plus tu vas mettre d'eau, plus elle va être épaisse, enfin plus elle va être, il y aura un gros volume et ça va te remplir le ventre, et plus tu vas mettre moins d'eau, etc. Ça cuira quand même dans tous les cas, la texture sera pas trop mal, elle sera un peu plus pâteuse et compacte, et au final tu peux en envoyer 150 grammes sans que ça te pète le bide, tu vois. Donc c'est vraiment intéressant, et ça reste pas sur le ventre comme c'est vraiment à digestion très facile. Donc vraiment polenta sous-côté, personne n'en mange dans le feed game, j'ai jamais vu ça, alors que c'est un banger de malade mental, et en plus ça, en fait nature c'est dégueu, enfin ça a un goût d'eau tu vois, comme le riz j'ai envie de te dire, mais dès que tu l'assaisonnes ça prend tout de suite le goût des épices, c'est extrêmement bon, moi c'est vraiment un de mes repas préférés honnêtement. Ensuite, dans le même esprit, un petit peu moins, mais ça ressemble un petit peu, c'est le boulgour. Boulgour, c'est de la farine de blé, c'est comme si tu prenais un peu du blé complet, on va dire, tu vois. Donc là, je prends du boulgour fin parce que ça cuit un tout petit peu plus vite que le boulgour gros, et ça fait un volume alimentaire un peu plus élevé, je trouve, même si c'est du détail. Le boulgour, pourquoi? Parce que c'est du blé dur. Alors du blé dur, en gros, c'est presque entre le blé classique et le blé complet, on va dire, tu vois, donc c'est assez intéressant. T'as pas l'aspect pesticide, donc t'es pas forcément obligé de le prendre en bio. Et ce qui est bien, c'est que t'as une digestion qui est plutôt diffuse. Si tu digères bien le gluten, ça va, mais ça reste moins riche en gluten de toute façon que du blé blanc dans tous les cas. En fait, du boulgour, c'est des pâtes, hein, honnêtement, c'est juste du blé, tu vois, donc il n'y a pas de souci particulier. C'est un peu comme du blé complet, et c'est pas mal, ça permet de changer un petit peu des pâtes, je trouve, et ça te fait un bon volume alimentaire plus facilement aussi, parce que les pâtes, on va pas se mentir, si t'as un gros mangeur, moins de 120 grammes de pâtes, tu boudes, tu vois, alors que ça, juste 80 grammes, ça te fait déjà un beau petit volume, tu vois, donc c'est plutôt sympa, comme la semoule par exemple, et du coup c'est pas mal, parce que du coup c'est très riche en fibres, comme la farine de blé complète que je t'ai montré juste avant, très riche en fibres, plutôt riche aussi en protéines, et pas de matière grasse, donc c'est plutôt intéressant, donc vraiment c'est une bonne source, c'est pas quelque chose que je mange tous les jours pour le coup, mais j'aime bien à la place de faire des pâtes de temps en temps, d'envoyer ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, là, on a les galettes de riz soufflé. Galettes de riz soufflé, donc ça c'est plutôt en général en collation sucrée que je vais prendre ça en général. Les galettes de riz soufflé, c'est vraiment intéressant parce que comme le riz, c'est très digeste. Comme toutes céréales soufflées, je t'ai expliqué, c'est encore plus digeste, on va dire. Tu as un indice glycémique assez élevé, ce qui permet du coup de le prendre en pré-training plutôt efficacement, ou en post-training aussi. Un point très positif et non négligeable des galettes de riz, je trouve, c'est l'aspect volume alimentaire, mais surtout l'aspect pratique. C'est-à-dire que là, tu vois, je sais que chaque galette de riz que je vais prendre, elle fait 30 calories. Donc facile à calculer. Imaginons que je dois m'envoyer environ 180 cales, tu vois, par exemple, ou on va dire 150 cales, et bien je sais que du coup j'ai juste à manger 5 galettes de riz comme celle-ci et on est bon, tu vois. Donc c'est assez facile de calculer, etc. etc. Et du coup c'est plutôt pratique, on va dire, à transporter en plus de ça. Et voilà, c'est simple à manger. C'est sûr, c'est pas comme ça le meilleur truc au monde niveau goût, mais dès que tu vas mettre quelque chose dessus, un petit whey paste ou un truc ou en version salée, du coup tu peux mettre, je ne sais pas moi, du fromage, peu importe, ce que tu veux dessus, et ça passe super bien. Donc moi je trouve ça très pratique et digestion facile, rapide, donc franchement rien à dire là-dessus. C'est vraiment un banger, c'est pas très cher je trouve. Et du coup dans le même esprit, là on a le riz classique, alors dans un tupperware, mais tu vois c'est du riz. Donc là, moi je consomme du coup du riz blanc, parce que le riz, je vois pas trop d'intérêt à consommer du riz complet au final. Avant, je consommais souvent du riz semi-complet, ou des fois même du riz noir. Alors pourquoi pas pour augmenter l'indice de satiété par contre, parce que plus riche en fibres, etc. Mais au final, le contexte dans lequel consomme le riz, c'est toujours soit en post-training, soit en pré-training en général. Donc j'en vois pas trop l'intérêt pour mon cas. Et puis surtout beaucoup plus cher, mine de rien, le riz, tout ce qui va être riz complet, surtout du coup si tu dois le prendre bio. Mais dans l'esprit du riz complet, moi je conseille beaucoup, c'est le riz noir ou le riz brun, qui sont vachement intéressants et voilà, qui ont certains apports en micronutriments que tu n'auras pas aussi dans le riz blanc. Donc voilà, c'est un peu plus intéressant. Mais le riz blanc, ça fait le taf, c'est pratique, ça se cuit facile et ça se mange sous toutes les sauces, donc c'est carré. Franchement, le riz, on discute pas, tu vois. Ensuite, même esprit,
les pâtes complètes. Alors tu vois, pâtes complètes, du coup, je prends toujours des pâtes complètes bio. Alors du coup, moi les pâtes, c'est pas quelque chose que je consomme tous les jours. Pourquoi? Non pas pour le gluten, mais tout simplement parce que les pâtes complètes, eh bien, enfin les pâtes de manière générale, comme je t'ai dit, moi je suis un gros mangeur et je trouve que le volume alimentaire pour être bien satisfait de ce genre de repas, il faut que j'envoie du 150 grammes de pâtes. Et niveau calories, ça colle pas toujours, donc je préfère ne pas privilégier les pâtes très souvent. Mais du coup, c'est pour ça que je me permets d'acheter de la très bonne qualité en achetant du bio, en achetant des pâtes du coup blé complet intégral, etc. Donc de la très bonne qualité, ce qui m'évitera d'être trop soumis entre guillemets aux pesticides, tout ça. Donc c'est quelque chose que je te conseille de faire honnêtement si t'as pas une consommation de pâtes démesurée, parce que oui, ça c'est beaucoup plus cher que des pâtes normales. Là t'es vraiment sur du tu dois être sur du 5-6 euros le kilo, tu vois, alors que des pâtes classiques t'es à 2-3 euros, tu vois. Donc enfin bref, voilà, c'est un peu plus cher, mais comme j'en consomme pas énormément, c'est pas gênant. Ok, ensuite, on va continuer là sur le salé. J'ai deux trucs à te présenter. Bon, ils sont déjà entamés et ça, c'est quasiment vide. Mais c'est les fruits et légumes de saison. Du coup, on continue un peu sur ce côté-là. Alors là, c'est pas des légumes à proprement parler parce qu'il me semble que le potimarron comme j'ai là, tu vois, c'est une courge et donc c'est un cucurbitacé, mais c'était juste pour te parler des légumes de saison tout simplement. Pareil, je crois que là c'est des châtaignes, je crois qu'on parle plutôt de fruits pour tout ce qui est châtaigne, mais c'est ça que je voulais dire, c'est simplement fruits et légumes de saison, que ça soit des cucurbitacés, que ça soit parfois même des formes d'oléagineux, etc. Parce que les châtaignes, on pourrait presque dire que c'est des noix, mais c'est des sources de glucides, hein, pas de lipides. Mais bref, ça c'est tout pile la saison actuellement, tout ce qui est courge, châtaigne, etc. Je te conseille honnêtement de t'attarder un petit peu là-dessus parce que c'est hyper intéressant. Ça a plein d'apports qui sont intéressants. En fait, il faut savoir que la nature, elle est bien faite. Surtout, il y a un aspect un peu génétique, tu vois. C'est-à-dire que si tu es caucasien, on va dire que tu es un blanc comme moi, tu vois, et bien tout simplement, tu es fait pour vivre donc en Europe, dans un endroit justement où donc tu as ce cycle de saison-là. Si tu étais, je sais pas moi, équatorien ou je ne sais quoi, ou asiatique, ça serait totalement différent en réalité. Enfin, genre, c'est genre les morphologies, les métabolismes, comment ils réagissent en fonction des saisons, tu vois. Et du coup, la nature est bien faite. Moi, je suis, on va dire, français pure souche, etc. Donc bref, je suis un Européen. Je suis fait pour vivre justement quand c'est l'hiver et commence à faire froid, etc. Je suis fait pour vivre ici, tu vois. Et donc, c'est intéressant que je m'attarde justement sur des fruits et légumes de saison parce que la nature est très bien faite et en fait les fruits et légumes de saison contiennent justement toutes les vitamines et les minéraux qui vont t'aider justement à contrer les défaillances dues justement au froid par exemple, etc. etc. Donc c'est vachement intéressant, donc je te conseille de t'attarder là-dessus. Donc tu vois, moi en ce moment je consomme quasiment de la courge quasiment tous les jours et pareil châtaigne, bon c'est un petit peu cher les châtaignes, alors je ne consomme pas forcément tous les jours, mais j'essaie d'en consommer quand même assez régulièrement parce que déjà j'aime bien, c'est quelque chose que j'aime bien niveau goût. Après voilà, c'est pas un indispensable, je te dis pas de consommer ça tous les jours, mais s'attarder sur les fruits et légumes de saison, ça peut être vraiment intéressant, tu vois. Ensuite il va nous rester du coup 2-3 trucs parce que j'ai juste un truc que j'ai plus et que je voulais quand même en parler. Du coup numéro je sais pas numéro combien, mais avant-dernier, c'est le miel. Le miel c'est vachement important, j'en ai parlé dans mon vlog précédent. Pourquoi le miel c'est vachement important? Parce que du coup c'est un apport de glucides rapide et le miel par rapport à tous les autres sucres naturels, si je dis pas de bêtises, mais il me semble que c'est le cas par rapport genre à du sirop d'érable ou ce genre de choses, ou par exemple par rapport à du sirop d'agave, c'est que le miel c'est c'est un sucrant qui ne se digère pas. Enfin en gros, faut comprendre que le miel en fait c'est ni plus ni moins le vomi des abeilles, tu vois, genre, pour faire les choses grossièrement, tu vois. Donc en fait c'est déjà digéré par les abeilles. Donc dit comme ça donne pas envie, mais du coup le miel étant déjà digéré, en fait ça ne demande aucun effort à ton corps pour l'assimiler, donc c'est vraiment un sucre ultra rapide. Bon forcément voilà, un indice glycémique élevé, mais c'est intéressant justement en pré-training ou en post-training et ou même en intra-training. Du coup pour le coup ça marche vraiment bien, et donc le miel c'est vraiment hyper intéressant. Si tu as du miel de bonne qualité, tu as plein d'apports en plus en micronutriments qui sont vachement intéressants par rapport à d'autres sucres naturels ou par rapport aux édulcorants, tu vois. Donc oui ça a des calories, mais c'est pas non plus comme si on en bouffait 50 grammes, tu vois. Donc c'est vachement pas mal je trouve comme sucrant. Si tu peux te permettre niveau calories d'avoir un sucrant calorique, donc non pas des édulcorants quoi, c'est vraiment bien. Ça a plein d'effets sur le système immunitaire, sur la digestion, il me semble que ça joue sur le microbiote, etc. Faut vraiment, je veux dire, le miel même ça peut guérir des blessures, tu vois. Si tu t'es écorché, tu mets du miel dessus, ça guérit tes blessures, donc c'est vraiment intéressant. Ça a plein d'aspects positifs, donc vraiment le miel je conseille, par contre à condition d'avoir du miel de bonne qualité.
qualité. J'en ai parlé dans mon vlog précédent du coup, quand je te présentais mes recettes et tout, mais si jamais t'es pas au courant, il faut savoir que les industriels, ils ont tendance du coup à te douiller de fou sur le miel. Il y a certains industriels qui vont te dire que c'est du miel, mais carrément c'est même pas du miel, c'est du sirop de glucose, et ça c'est du vol parce que c'est même pas écrit, hein, c'est marqué que c'est du miel mais c'est pas vrai. T'as aussi du miel du coup, qui peut être rempli de pesticides, etc. Donc c'est toujours mieux d'avoir du miel français parce que les normes sont assez strictes, même si c'est pas marqué bio, le miel français est beaucoup plus strict en matière de pesticides, etc. Donc ça change un petit peu. Et après, pourquoi pas prendre du bio? Là, je crois pas que j'ai du bio, hein, il me semble pas, mais j'ai du miel, tu vois, là c'est de Côte d'Or. Des fois c'est marqué miel de France, puis en fait c'est moitié France, moitié UE, et du coup ça vient de Bulgarie, Hongrie ou je ne sais quoi. Et du coup, c'est pas les mêmes normes en termes de qualité, on va dire. Et du coup, voilà, c'est pas fou. Donc, achète bien du miel français, ça aide nos apiculteurs français en plus de ça, c'est pas beaucoup plus cher. Et du coup, moi j'ai pris, tu vois, du de Côte d'Or, tu vois. Donc, moi j'habite en Côte d'Or, donc voilà, tout pile de ma région. Et voilà, comme j'expliquais, moi j'avais une très bonne connaissance qui était apiculteur et tout. Et c'était mon entraîneur de boxe à l'époque quand je faisais de la boxe, etc., qui était apiculteur. Et du coup, voilà, je connais un petit peu le rayon, on va dire, du miel. Et honnêtement, c'est vraiment dommage de passer à côté. Donc, moi je te conseille de fou. Donc une des meilleures sources de glucides rapides honnêtement et largement pour le coup. Et ensuite dernier truc du coup c'était flocons d'avoine, et je voulais parler aussi de la crème de riz puisque j'en ai plus, et là je l'ai commandé mais je l'ai pas encore reçu, du coup voilà, tu vois, fallait que je fasse ma vidéo, donc je te parlerai de la crème de riz juste après. Mais du coup flocons d'avoine, et je vais le regrouper en fait avec farine d'avoine aussi. Donc flocons d'avoine, farine d'avoine, c'est vachement intéressant. La farine d'avoine a cet aspect que souvent quand on en achète c'est avec du goût, c'est des édulcorants dedans, donc si tu veux rajouter du goût à tes recettes ça peut être bien. Moi je conseille de pas consommer que ça, parce que comme la crème de riz, tu vois, si tu consommes que des trucs full édulcorants, à force je suis persuadé qu'il y a quand même des effets négatifs, ne serait-ce que sur le microbiote, c'est quand même prouvé, tu vois, ça pour le coup. Donc à consommer avec modération. Mais pour les flocons d'avoine classiques, ça il y a pas de souci, c'est intéressant parce que c'est pratique, tu peux faire plein de recettes avec. La digestion n'est pas trop compliquée, même s'il y a un petit peu de gluten dedans, mais vraiment très peu au final par rapport au blé. Et c'est assez riche en fibres mine de rien, donc c'est pas mal. D'ailleurs souvent les gens qui ne mangent pas de flocons d'avoine, quand ils commencent à en manger, ils peuvent ressentir des désagréments parce que c'est trop riche en fibres, même parfois. Donc voilà, attention à ça. Moi je sais que quand j'ai commencé la muscu, j'arrivais pas à manger des flocons d'avoine, j'ai eu un temps d'adaptation parce que la digestion elle était sportive, tu vois ce que je veux dire, donc je vais pas rentrer dans les détails. Mais sinon flocons d'avoine classique, pas besoin en soi de épiloguer dessus, mais tu peux faire mille et une recettes, les bowl cakes, les pancakes, les manger simplement comme ça dans ta whey, etc. Enfin, c'est vraiment très pratique. Donc voilà, tu peux même les manger en salé, hein. Honnêtement, je vois personne le faire, mais honnêtement, ça marche très très bien aussi. Et puis, du coup, je voulais passer sur la crème de riz vite fait, mais du coup, comme je t'ai dit, j'en ai plus, malheureusement. Mais du coup, crème de riz, très pratique. Aspect un peu comme les riz soufflés, c'est que c'est digeste, facile à faire, entre guillemets, c'est quand même moins pratique. Mine de rien, la crème de riz, il faut quand même la préparer, en général, c'est un peu chiant, ça dépend laquelle tu prends. Et surtout, c'est pour l'aspect digestion, indice glycémique rapide, etc. C'est plutôt pratique, donc crème de riz banger, pas besoin de s'épiloguer dessus, mais c'est pas mal. Et crème de riz, tu peux l'utiliser en recette aussi, hein. C'est de la farine ni plus ni moins, donc en soi tu peux l'utiliser pour faire des pancakes, pour faire des bowl cakes, etc. Ça marche aussi, donc voilà, c'est toujours bien. Voilà un petit peu pour mes sources de glucides, donc j'espère que j'aurai été assez clair sur ces différents points. N'hésite pas si tu as des questions, besoin de précision ou quoi, n'hésite pas surtout. Du coup n'hésite pas à me follow, hein, sur Instagram pour voir justement un petit peu tout ce que je mange au quotidien. Tu vas voir que je mange vraiment très très varié pour le coup, pour ceux qui me connaissent. Et puis sinon on va être tout bon. On se retrouve du coup directement à la salle tout à l'heure pour le training du coup upper chest, upper back du coup, avec le petit tuto échauffement. Et vas-y, je te dis à tout à l'heure du coup. Ok, du coup, comme je te disais tout à l'heure, on se retrouve directement dans la salle là pour ma séance du coup upper back, upper chest du coup. Donc c'est une séance, au début je commence, j'avais déjà expliqué cette séance, mais au début tu vois, je commence du coup par du tirage axé, on va dire grand rond, tu vois, donc tirage vertical avec une prise très ouverte, tu vois. Donc c'est pas forcément pour expliquer l'exercice, c'est comme je te disais, on se retrouve pour surtout montrer un petit peu l'échauffement, faire un petit topo. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de monde en fait qui savait juste pas s'échauffer, on va dire, et qui soit se cramait, soit s'échauffait pas assez au final. Et du coup moi c'est vrai que j'ai vraiment un échauffement qui est très basique, ça me prend pas plus de 2-3 minutes honnêtement, parce que les échauffements qui durent 15 minutes honnêtement on n'a pas le temps pour ça, et puis en plus de ça, ça te fatigue pour rien, tu vois. Du coup en vrai échauffement simple, tu vois, là je vais faire une séance qui va être full haut du corps, tu vois. Donc qu'est-ce qui va être comme articulation impliquée dans les différents exercices? Ça va être poignet, coude,
épaules, forcément la colonne aussi, ça c'est de l'incontournable, j'ai envie de dire, sur quasiment toutes tes séances. Et aussi la nuque, mine de rien, il y aura pas mal de tension. Donc en fait, c'est assez simple, assez rapide, mais tout simplement, je vais échauffer articulairement, tu vois, les différentes zones. Donc je vais venir faire quelques rotations, etc. Plus important, j'aurais tendance à dire, c'est l'épaule. Donc tu vois, l'épaule en plus, c'est l'articulation la plus mobile de ton corps. Genre en gros, l'épaule, elle peut aller dans plusieurs positions, c'est-à-dire qu'elle peut faire des cercles dans un sens puis dans l'autre. Elle peut aussi faire des rotations internes et externes. Et on voit beaucoup de mecs, tu vois, faire de la coiffe du rotateur à la poulie. Mais en réalité, ça c'est totalement, entre guillemets, je vais pas dire c'est inutile, mais c'est pas la peine en réalité, tu vois. C'est comme toutes les articulations, comme tous les mouvements. Est-ce que on échauffe en faisant des élévations frontales, par exemple? Bah non, tu vois, t'as pas besoin de faire ça. Simplement faire un échauffement articulaire, donc aller chercher un maximum d'amplitude, donc pas juste faire ça, tu vois. Genre si tu échauffes ton épaule, plus d'amplitude possible, tu peux même venir faire, tu vois, une rotation interne et externe, aller chercher d'un côté et de l'autre, tu vas vraiment chercher toutes les positions de ton articulation, donc l'épaule en particulier, les coudes, on va dire, en vrai, honnêtement c'est assez rapide, les poignets aussi, la nuque, tu fais jusqu'à ce que ça chauffe un petit peu, toujours même principe, full amplitude. Et si tu fais une séance bas du corps, faut pas oublier que tu dois faire aussi sur par exemple les hanches, les genoux, etc., les chevilles, pourquoi pas, tu vois. Et une fois que ça c'est fait, en réalité, tu vois, donc ça te prend 2 minutes, tu vois, et une fois que ça c'est fait, tu peux attaquer directement sur ton exercice, mais par contre en faisant des séries de chauffe. Tu vois, aujourd'hui, du coup, j'ai pec et dos. Donc, je vais avoir deux patterns de mouvements, des mouvements de poussée et des mouvements de tirage. Je commence par un mouvement de tirage. Donc, pour mon premier mouvement de tirage, je vais venir faire du coup 3 séries de chauffe avant de commencer ma série effective. Attends, je t'ai dit peut-être une bêtise, est-ce que j'en fais 2? En général, je vais te conseiller du coup 2 ou 3 séries de chauffe en fonction de la charge que tu vas mettre. Là, ouais, si je vais faire 3 séries de chauffe parce que du coup, je dois faire à 110 ma série. Et du coup, je vais faire une série de chauffe, tu vas voir, donc très légère, entre guillemets. Ensuite, je vais faire du coup une série de chauffe un peu plus longue, enfin un peu plus lourde, entre guillemets aussi. Et ensuite, une dernière série de chauffe où là, on va chercher quasiment aussi lourd que ma série de travail, avec très peu de répétitions, histoire de activer un petit peu aussi le système nerveux, etc., etc. Donc en réalité, tu vois, t'as pas besoin de beaucoup, t'as besoin de passer 15 minutes sur ton échauffement. Là, au total, ça va me prendre vraiment 5 minutes, tu vois. Et ensuite, sur mon premier exercice de poussée, mais du coup, je te filmerai ça. Pareil, on fera du coup 2 séries de chauffe. Je crois que du coup, j'en fais juste 2 sur celui-ci, pour ensuite attaquer directement en série effective. Donc là, tu vois, première série de chauffe, je dois attaquer à 110. Alors, hop, je vais juste me mettre en place, tu vois, là, j'ai pas besoin de mettre directement mes sangles de tirage. Je vais mettre, du coup, tu vois, à 45 kg par rapport à 110, ça fait un peu moins de 50% de la charge, tu vois. Donc là malheureusement il y a juste le micro qui avait du mal à enregistrer ma voix, mais c'est uniquement sur ce plan-là, donc dommage. Mais du coup je te le fais en voice-over et en gros j'explique que du coup sur une première série comme celle-ci, tu vois, une série de chauffe qui va être très légère, on va chercher vraiment à faire du tempo, à faire de la contraction entre guillemets volontaire, tu vois, à bien recruter toutes les entre guillemets unités motrices du muscle qu'on va vouloir solliciter. Et puis surtout, on essaie aussi d'avoir une full amplitude, tu vois, de bien se contrôler le mouvement, de bien aller chercher du coup un gros stretch, une grosse contraction et d'aller vraiment au maximum du maximum. Histoire de justement tout de suite aller chercher un bon feeling musculaire, de bien sentir les muscles qu'on souhaite contracter. Et puis aussi, dans un second temps, n'empêche de commencer à avoir une petite vascularisation, ce qui permettra à mieux performer par la suite. Tu vois, grosso modo une dizaine de reps, mais je t'avoue que je compte même pas. Hein. Là, je prends 30 secondes, le temps de changer la charge. Et je vais faire du coup ma deuxième série de chauffe. Là, on va se diriger plutôt à un entre-deux, entre 90% de ma charge de travail, on va dire, et 40%. Donc là, on va à peu près du coup se placer, tu vois, là, je vais me mettre simplement à 75, tu vois, hop. Petite augmentation de la charge, assez légère encore pour l'instant. Et là, je vais commencer à ressentir un peu plus la charge. Je me mets bien en place. Et là, du coup, on cherche à bien activer sous tension. Toujours un bon tempo, une bonne amplitude. On se crame pas parce que c'est des séries de chauffe. Grand maximum, tu vois. Sur des séries de chauffe, je dirais grand maximum, tu essaies d'avoir au moins 5 reps de réserve. Mais honnêtement, tu peux même avoir genre du 10 reps de réserve pour les séries de chauffe. Dernière série de chauffe, je commence à mettre du coup entre guillemets les accessoires extra, puis aussi ça va être plus lourd. Donc tu vois, dernière série de chauffe, maintenant que je sens que mes muscles commencent à être bien activés, je vais juste entre guillemets activer ma capacité explosive, mon système nerveux, et du coup je vais faire 3 reps à quasiment ma charge de travail. Donc tu vois, si je fais une charge de travail du coup à 110, là je vais mettre une dernière série, je vais me mettre à 95, et là je vais vraiment faire 3-4 reps. Et cette dernière série de chauffe, je veux vraiment toujours qu'elle soit dans les conditions de ta série de travail. Donc si tu mets, imaginons un exercice avec une ceinture, bah mets ta ceinture sur ta dernière série de chauffe, mets des sangles de tirage. Si tu dois le faire un exercice par exemple en chaussettes, bah enlève tes chaussures sur ta dernière série de chauffe, etc., etc. Comme je te disais, bon stretch, mais par contre un peu plus explosif. Ok,
et je me crame pas. Et là ensuite du coup on pourra attaquer la première vraie série de travail. Ok. Du coup première série, là l'idée... Putain merde je me rappelle plus, je crois que je dois viser direct. Je crois que j'ai fait 9 à 110 l'autre coup. Le problème c'est que l'autre coup la machine là elle est prise, du coup c'était pas exactement la même. Du coup ça fait 2 semaines sur pas la même poulie, enfin j'aime pas trop. On va voir. Je sais pas si j'ai eu 10 ou 11 reps, gros doute. Ok, du coup on se retrouve sur mon premier exo de poussée, comme je te disais. Donc, premier exo de poussée, l'idée, du coup, c'est de faire 2 séries de chauffe du coup dessus. Parce que tu vois, articulairement, au final, je suis quand même assez échauffé. Et en vrai, ce qu'on sait pas, c'est qu'en vrai, là, tu vois, c'est un exo pec. Les pecs, en vrai, sont activés un petit peu sur les tirages verticaux, tu vois. Donc, en soi, 2 séries de chauffe, ça sera suffisant, tu vois. L'idée, c'est que je monte à 130. Donc, 130 en comptant le poids de la barre, genre comme une barre classique, tu vois. Donc, que je monte à 55 par côté. Enfin, ouais, si c'est ça, du coup. 110 sur la barre. Et du coup, là, je vais faire une série de chauffe à 60, tu vois, donc juste avec une plaque. Puis je ferai une série de chauffe à 2 plaques. Et ensuite, je passe directement à la charge de travail. Donc, série de chauffe à une plaque, déjà, ça va me permettre déjà de me mettre bien en place. Hop. Donc, on met déjà bien le placement du banc. Ma position de base. Hop. Ok, tu vois, il faut que je ravance un tout petit peu mon banc. Hop. Tac, bien en place, toujours du coup bonne position. Full stretch, ça c'est obligatoire. Ok, tu vois là je contrôle bien. Je fais quelques répétitions jusqu'à sentir que ça chauffe un petit peu. Un petit peu de rep explosive aussi. Hop. Quand je commence à me sentir un petit peu chaud. Ok, donc là on passe à 100, donc 2 plaques. Et du coup là tu vois je vais pas faire beaucoup de reps, c'est juste pour du coup m'échauffer une dernière fois. Donc normalement tu vois j'en fais pas plus de 5 quoi, histoire de pas me cramer. Hop, bien en place. Ouais. 4, je vais pas me cramer parce que les 130 je les ai jamais tentés encore pour l'instant. J'avais fait les 125, j'avais mes 8 reps dessus. Donc après j'ai appris de me mettre 127,5 honnêtement. J'espère au moins 5 reps du coup à 130, on va voir ce que ça donne. Donc let's go, c'est le moment de savoir. Ok, moment de vérité. Tu vois quand ta barre elle se stresse pas, c'est que c'est pas assez lourd. Bah je crois que c'est assez lourd du coup. Toujours bien se concentrer tu vois en une série. Surtout que ça c'est la plus importante. Putain, chier. Oh, on va pas se mentir, la 4ème je l'avais pas là. Putain, fait chier. Je t'avoue, j'ai le seum. On va faire des repas à 125 hein. Putain. Je te montre mon exercice numéro 3 pour l'échauffement parce que au final c'est un exo où je m'échauffe aussi, même si c'est le 3ème exo et que j'ai déjà fait du coup, là c'est un exo de tirage à nouveau tu vois. Mais en fait c'est parce que là je fais du rowing buste penché, tu vois, ma chaîne postérieure sur le tirage précédent elle n'est pas tant activée que ça tu vois. Donc en réalité je préfère faire 2 séries de chauffe aussi sur cet exercice là, surtout que je vais mettre quand même lourd dessus. Pour ceux qui me connaissent du coup spécialité rowing, aujourd'hui je tente les 170 parce que je suis un porc et ça va pas passer hein, comme les 130 mais t'inquiète pas. Bref, parce que là, du coup, j'étais à 160 sur le rowing et j'ai validé 7 reps et je suis un golemon en fait, j'ai trop envie d'aller trop vite et je me dis vas-y ça se tente. Normalement, je devrais valider 10 reps à 160 avant de remonter la charge et je devrais monter à 165, mais je me dis en vrai, et juste, pourquoi pas tenter les 170, voir ce que ça fait. Donc on va tenter, à mon avis ça va être dégueulasse sa mère, mais c'est pas grave les gars, franchement on est aussi là pour s'amuser des fois. Et moi ça m'amuse, de me faire martyriser, de me casser le dos. Et bref, et du coup donc là je fais une série de chauffe à 100, je fais une deuxième série de chauffe du coup à 140, et puis après on va battre. Donc let's go, série de chauffe à 100.
Tu vois, un peu de tempo. Voilà, pas besoin d'en faire trop, hein. Pas que je me crame. Ok, du coup, deuxième série de chauffe, donc dernière. Comme je te disais, on se met dans les conditions, donc sangle de tirage. Bien concentré. Là, vraiment pareil, hein, je me crame pas. Je vais en faire 3-4 reps. Juste histoire de sentir la tension sur le dos surtout. Bien choper ma position, mais là, il y a un power qui a fait le barbare, là. Il a mis... et il a repeint la barre, et je vois pas les marquages. Du coup, j'ai pas mes repères habituels. Je crois que j'ai une prise un peu serrée, là. Au revoir. Ok, léger. Ok, du coup, il me reste plus qu'à monter à 170. Donc là, ce que je vais faire, c'est juste, je vais prendre 2 minutes, je vais aller faire le pipi de la peur parce que je suis terrifié. Et après, let's go, je te filme ça. Bon, je viens de voir qu'il faut que je me bouge parce que ma caméra elle a presque plus d'espace de stockage. Je pense que le reste, je suis juste comme ça le reste de la séance après, à mon avis, parce que ça va être limite. Je suis terrifié par ma barre, hein, je vous le dis tout de suite. Rowing 170, Nati 84 kg, je tiens à le dire. 84-85 en ce moment. Ouf, ouais. Je peux en tenter plus. Putain. Le Golemon il fait des 3 RM au wing. Ah putain. En vrai, franchement je me dis, comme ça en rep dégueulasse, les 5 reps sont pas si loin. Hein. Mais au moins là je vais mettre 160 après, ça va peut-être me paraître léger. Welcome to the pain zone. It's where we live. Not just me. People think it's fun to pretend you're a monster. Me, I spend my life pretending I'm not. Brother, friend, boyfriend, all part of my costume collection. Some people might call me a fraud. I prefer to think of myself as a master of disguise. Tonight's the night. And it's going to happen again and again. Has to happen.